Et voilà, nous attaquons un autre sujet avec vous, Jean-Marc Poulard. Vous êtes chef de marché chez Sage. On va parler de la sécurisation des échanges bancaires, ainsi qu'avec Nasser Chahib. Bonjour Nasser. Bonjour Philippe. Voilà. La fraude, alors c'est un sujet dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment, parce qu'elle fait des dégâts considérables. On a entendu encore récemment, je crois que c'était hier, une institution qui a été victime d'une fraude de près de 10 millions d'euros. Je crois que c'était hier soir, c'était annoncé. Mais on en parle aussi parce que l'Europe, en ce moment même, avec la directive NIS, est en train de travailler sur les obligations, notamment des entreprises, à se pencher sur la problématique de la fraude et notamment à déclarer les fraudes. Là, je parle des OIV, les organisations d'importance vitale. L'Europe prend le taureau par les cornes, ça va redescendre en plus fine, évidemment, sur les États membres et évidemment sur la France. Voilà, alors donc ça c'est le sujet en gros dont on va parler. On a posé, Jean-Marc, une question tout à l'heure en entrée d'émission à nos internautes et j'ai les réponses. La première question, c'était face à une fraude, quelle est la réaction des entreprises? Selon vous, quelles sont les premières réactions des entreprises? Les internautes ont répondu à 52%. D'abord, prendre contact avec sa banque, puis à 46%, ensuite porter plainte, et puis enfin appeler Chuck Norris. Bon là, c'est à 2%, je crois que c'était un peu pour le fun. Est-ce qu'on peut peut-être commenter ce sondage, et puis je vais vous parler de l'autre question ensuite. Alors la bonne réponse est évidemment elles ont commencé par porter plainte, les entreprises, mais évidemment il y a deux bonnes réponses, car il faut accompagner cette plainte d'une information auprès de sa banque, effectivement qu'elle soit au courant que vous avez été victime d'une fraude. Autre question qu'on posait, savez-vous combien d'entreprises, quel pourcentage d'entreprises ont subi une tentative de fraude? Là, 43% des répondants disent, enfin 71% des répondants disent 43% d'entreprises ont, c'est des pourcentages de pourcentage. Et pourtant, le bon pourcentage, c'est 93% malheureusement des entreprises ont subi une tentative de fraude l'an passé. Oui, donc c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, que ne le pensent les internautes. C'est ça ça concerne toutes les entreprises et toutes les tailles. Retenir. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir, on a des chiffres qui sont intéressants à étudier, on a des enquêtes qui sont intéressantes. Lors d'une précédente émission, on avait vu, avec vous d'ailleurs, Nasser, que la fraude au président était en train de se généraliser. Hein. Est-ce que vous confirmez sur la base des études que vous possédez? Malheureusement, oui. Alors, on a une étude très courte sur Le Monde qui nous montre que maintenant la fraude au président a rapporté, entre guillemets, 2,3 milliards de dollars sur un peu moins de 3 ans, qu'elle s'est étendue sur 80 pays et que nous avons presque 18 000 entreprises qui ont été concernées, soit une augmentation de 270% par rapport à l'an passé. Ouais, ce qui est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la France plus spécifiquement? Alors, sur la France, on a beaucoup de détails, puisqu'il y a une étude Euler Hermès qui a été faite pour la DFCG, qui est parue en mars de cette année, et qui nous montre, pour faire le parallèle, donc, que la fraude au président en France a rapporté 500 millions d'euros l'année dernière, et qu'en 5 ans, 2300 entreprises ont déposé plainte. Oui. Ça signifie qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, à notre avis. C'est juste la partie émergée de l'iceberg, probablement, pour des raisons de réputation que l'on comprend aisément, au demeurant. Si on prend un peu de hauteur, plus généralement, qu'est-ce qu'on apprend sur cette étude, l'Euler Hermès, là, comment vous la décortiquez? Je crois que vous avez fait on en a retiré quatre infographies différentes qui nous permettent de dresser un petit panorama de ce qui se passe en France autour de la fraude. Sur la première infographie, donc on voit en premier ce qui s'est dit dans le sondage, c'était la première question du sondage, donc le nombre d'entreprises concernées est de 93%. Alors, tous les chiffres de cette première infographie sont malheureusement en hausse, donc, ce qui montre que c'est un sujet qui est préoccupant. Donc 20% des entreprises ont subi plus de 10 tentatives dans l'année, et 30% n'ont pas réussi à faire face à cette tentative de fraude. Et donc ont perdu de l'argent. Ça, c'est en augmentation. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de fraude et finalement, les entreprises sont peut-être aussi de plus en plus perdues, entre guillemets. Il y a de plus en plus de fraude, ça c'est sûr. Et les entreprises ne sont pas encore assez informées et donc protégées. Alors, est-ce qu'on a le top 5 justement des fraudes? On parlait de la... Ça, c'est la deuxième infographie. Donc justement, dans le top 5 des fraudes, on retrouve donc celle qu'on a mis en exergue dans notre étude, c'est-à-dire la fraude au président, qui consiste à se faire passer pour le président ou tout du moins pour un
un grand membre de l'exécutif d'une entreprise afin de se faire verser de l'argent. Donc ça, c'est la première fraude. Et ça marche encore, donc je le disais en introduction, ouais, ça c'est sûr. Ensuite, suivent les faux fournisseurs qui tentent donc de se faire payer. L'usurpation d'identité, c'est-à-dire se faire passer pour un prestataire extérieur d'une banque, une assurance de l'entreprise pour soutirer de l'argent. Les cyberfraudes, où on fera un petit détail en fin d'étude dessus, donc les fraudes informatiques. Et en queue de peloton, les faux clients. D'accord. Qu'est-ce qu'elles font finalement les entreprises pour essayer de se prémunir de ces fraudes? Quelle est leur façon de procéder? Alors, on s'aperçoit que dans les dispositifs mis en... alors, ce qui a permis de bloquer les fraudes, ça c'est la troisième infographie, ce qui a permis de bloquer toutes les fraudes qui ont eu lieu, à 93%, c'est plutôt rassurant, c'est une intervention humaine, c'est-à-dire du bon sens, voilà, des bonnes prises de décision de la part d'une personne. Et ensuite, à 76%, c'est le respect des procédures internes qui existaient déjà. D'accord. Les mesures de bon sens pour bien se protéger, ça c'est effectivement, je suppose qu'il y en a d'autres, on n'est pas obligé de passer tout de suite à l'arme lourde. Il faut déjà avoir un niveau culturel, entre guillemets. Exactement, il faut s'être déjà informé sur le sujet et avoir un petit peu progressé là-dessus. On s'aperçoit dans la dernière infographie que les techniques mises en place par les entreprises qui ont été concernées sont en premier lieu l'audit de leur système d'information. Ensuite, ils ont fait réaliser des tests d'intrusion dans leur système d'information et à la fin, ils ont mis en place, entre guillemets, une cote de mesure du risque dans leur entreprise afin de mieux de trouver les bonnes solutions à appliquer. D'accord. On avait vu tout à l'heure dans l'introduction la fin du fax, la mort du fax. Oui, ça on voit dans les techniques de formation et de prévention que les entreprises doivent mettre en place. Donc déjà former son personnel évidemment, mais l'informer aussi, c'est-à-dire lui donner toute la mesure du risque, séparer la comptabilité d'un côté de la finance. Un peu comme le payeur et l'ordonnanceur. C'est celui qui ordonne et celui qui paie. Exactement. Et la fin du fax, oui, pourquoi? Parce que les banques ont pris la mesure de cette fraude et ont décrété que dans moins de 6 mois, c'est-à-dire début 2017, il ne sera plus possible de confirmer un virement bancaire par fax. Donc à la place de ça, les banques ont mis en place la signature électronique, c'est-à-dire la possibilité pour la personne qui a le droit de faire un virement d'avoir un outil de signature électronique et même de conseiller la double signature électronique. C'est-à-dire d'avoir 2 personnes différentes qui doivent en même temps autoriser électroniquement le virement. D'accord. Justement, on a une question de Paul, là, je regardais. Serais-je obligé en 2017 de signer électroniquement mes confirmations de paiement bancaire? Oui, tout à fait. Paul, oui. La réponse est oui. Ce sera la seule mesure autorisée par la banque. Super. Alors, on va peut-être parler d'un autre type de fraude avec vous, Jean-Marc, toujours. C'est un type de fraude qui, là aussi, fait florès. Il s'agit du ransomware, le rançongiciel. Rançongiciel, voilà, on va le dire comme ça. En 2 mots, vous nous dites ce que c'est et puis comment on peut s'en prémunir. Oui, alors en fait, c'est ni plus ni moins qu'une pièce jointe généralement dans un email qui ne remplit pas sa fonction, qui se propage dans votre réseau et qui crypte vos données. D'accord. S'ensuit une demande de rançon pour décrypter vos données pour que vous puissiez y avoir accès. Donc les différentes mesures de prévention sont assez simples. C'est déjà de faire des sauvegardes régulières de ces données, de bien réfléchir avant d'ouvrir une pièce jointe dans un email, même si le destinataire est connu, il a pu être infecté, et d'avoir évidemment un antivirus à jour. D'accord. Et alors, si on est infecté maintenant, il y a un processus de désescalade? Oui, alors il y a une procédure d'urgence. Maintenant, le mieux, c'est de passer par les mesures de prévention. Mais si jamais vous êtes concerné, la première chose à faire, c'est de se déconnecter d'Internet, se déconnecter du réseau local, d'essayer de restaurer ses systèmes d'exploitation et ses données, si des sauvegardes ont été faites, et bien évidemment de porter plainte. Oui. Et de ne pas payer la rançon, parce que rien ne vous garantit que ça va décrypter vos données ou qu'on ne va pas vous en demander plus. Et de ne pas donner le code de la carte bleue pour payer la rançon. Si possible. Oui. Voilà. Merci Jean-Marc. Un autre sujet d'actualité, toujours dans le domaine des échanges bancaires, avec vous, Nasser Chahi. On a adoré SEPA et maintenant, voilà SEPA 2. Qu'est-ce que c'est que SEPA 2 et je dirais c'est pas fini. Et c'est pas fini, bien joué. On est dans la continuité, dans le prolongement naturel de l'euro d'ailleurs, et on a vu la mise en place du SEPA qui a consisté à mettre 2 instruments de paiement harmonisés au sein de l'Union européenne et au-delà, au niveau de l'espace économique européen, puisqu'au total on a 33 pays qui sont concernés. Donc c'est la mise en place du prélèvement
domestique et du virement domestique. Dans la continuité, et pour parler de cette année en particulier 2016, on voit que depuis février, on a atteint effectivement la fin des produits de niche pour chaque pays. Et pour la France, cela concernait le type et le télérèglement. Le type, on le connaît, c'est effectivement le paiement qui sert à s'acquitter par exemple de sa quittance EDF. Et puis le télérèglement qu'on va beaucoup utiliser dans le milieu professionnel et notamment avec l'administration, qui, pour rappel, depuis octobre 2014, oblige l'ensemble des entreprises localisées en France à payer par télérèglement. Donc, depuis le 1er février, par le règlement version SEPA, c'est-à-dire une variante du prélèvement domestique, le SDD. Donc le SDD professionnel pour le distinguer du SDD classique. Classique, celui du grand public. En fait. Exactement. Donc le SDD classique, lui, vient remplacer le type pour le particulier, on va dire. Et puis pour les professionnels, ça va être le prélèvement professionnel, avec quand même une petite précision pour le prélèvement professionnel qu'on appelle aussi le SDD B2B. Il faudra là, par contre, nécessairement communiquer à sa banque, donc la banque du débiteur, l'autorisation de prélèvement qu'on appelle aujourd'hui le mandat SEPA. L'autre évolution qui a eu lieu en février, c'est l'abandon du BIC pour toute la zone SEPA, excepté effectivement certains pays comme la Suisse et Monaco, où il faudra encore continuer à utiliser le BIC, mais pour les autres zones, on pourra utiliser que l'IBAN. En fait, ce sont les banques qui, elles, rajouteront le BIC entre elles. D'accord. Deuxième échéance, on l'a vu, 20 novembre. Novembre 2016. Alors, on arrive effectivement en novembre, donc il y a une échéance importante pour ce qui nous concerne en France. C'est d'abord le passage, la simplification du prélèvement. Le prélèvement notamment classique, qui aujourd'hui est un peu compliqué parce que selon que c'est le premier, c'est le suivant ou il est répétitif, il y avait effectivement des délais de présentation du prélèvement, 5 jours avant, 2 jours avant. Maintenant, c'est uniformisé comme pour le prélèvement professionnel, c'est-à-dire 1 jour. Qu'il y ait une répétition, qu'il y ait juste une ponctualité, 1 jour pour tous les prélèvements classiques ou professionnels. Ce qu'on appelait le first disparaît de fait. Enfin, voilà. Tout est compacté. Il disparaît, effectivement. Donc ça, c'est effectivement une première conséquence. Et du coup, ça impacte aussi le type et le télérèglement qu'on a vu un peu plus tôt, puisqu'il subit cette évolution vers la simplification en nombre de jours. Et l'abandon du first. Le first, pour les non-initiés, c'était des éléments de langage XML dans le fichier de paiement où il fallait rajouter des balises différentes suivant que c'était le premier dernier. Il n'y a plus cette notion-là. Une simplification, une performance accrue. Hein. Tout le monde se pose la question à un moment ou à un autre. Avec le Brexit, qu'est-ce qui va se passer pour SEPA dans la zone SEPA ? Qu'est-ce qui va bouger là? Alors le Brexit, on peut totalement le détacher de la réglementation SEPA, puisque le SEPA est quelque chose un petit peu en marge. Prenez l'exemple de la Suisse. Ils ne font pas partie de l'Union européenne, pourtant ils sont dans le SEPA. Donc potentiellement, 2 conséquences possibles. Soit effectivement, nos amis anglais appuient sur le bouton et quittent l'Union européenne. Ils peuvent toutefois conserver le SEPA, ou ils restent dans l'Union européenne, et là, il n'y a pas de changement pour eux. Oui. Ok, il faut préciser que le SEPA ne concerne qu'une seule monnaie, en l'occurrence. Ah oui, c'est important de le préciser, puisque effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui ont la monnaie comme seule et unique monnaie l'euro, et d'autres conservent leur monnaie nationale, mais utilisent par ailleurs l'euro. C'est effectivement typiquement le cas du Royaume-Uni, de la Suisse par exemple, et qui appliquent le SEPA uniquement pour les comptes ouverts en euros. Merci à tous les deux.